mais écoutez, je suis vraiment désolée de ne pas être personnellement à Lyon, car ça sera un tel plaisir. Mais vraiment, croyez-moi, en ce moment, cette année, j'ai 4 expositions, j'avais eu 3 prix. Alors, vous voyez, tout le monde se souvient de vous. Et puis, finalement, je reste avec tout ce travail. Alors, je suis vraiment désolée. Mais maintenant, je veux parler avec Ariel Je vous, Schweitzer et puis on va essayer le meilleur. Oui. merci Ulrike, merci à vous. À très Merci à bientôt. vous, Au revoir. vraiment. Donc, Ulrike, je vous remercie profondément d'avoir accepté ce dialogue. Je suis votre œuvre depuis une trentaine d'années à peu près, une œuvre que j'admire profondément, une œuvre majeure du cinéma allemand, mais pas seulement du cinéma allemand, et c'est pas seulement une œuvre cinématographique, c'est aussi une œuvre picturale, photographique et même, je dirais, performative. Mais on va parler de cet aspect multiple de votre œuvre un peu plus tard. Je voudrais commencer avec une question anecdotique, mais peut-être pas si anecdotique que ça. Tout simplement, quel est votre tout premier souvenir cinématographique? Moi, je pense, ça a été Les Enfants du Paradis, mais j'étais très, très jeune et très petite, et, car à Constance, on a vu chez les militaires qui avaient organisé des matinées, on a vu des films français. Et je me souviens, là, je suis absolument sûre que je me souviens de La Belle et la Bête, surtout à cause de la bête. Cette tête qui a vraiment me fasciné, et c'est entré dans ma fantaisie. Oui, c'est la fantaisie qu'on a quand on est très petit. J'avais peut-être 4 ans ou 4 et demi, peut-être 5, mais pas plus. Et à quel moment exactement vous avez décidé de devenir cinéaste? Parce qu'au départ, vous vous êtes destiné à la peinture, à devenir peintre. D'ailleurs, vous êtes peintre et derrière vous, on voit quelques-uns de vos tableaux qui ont été d'ailleurs exposés à Berlin et ensuite dans une galerie à Paris. Pas ces tableaux-là précisément, mais d'autres tableaux magnifiques des années 60. À quel moment vous avez choisi effectivement de devenir cinéaste? Vous savez, j'ai vu beaucoup de films à la Cinémathèque à Paris entre 62 et début de 69. Mais comme avant, j'avais pas vu vraiment, évidemment pas comme enfant, comme j'avais justement parlé, mais après, en Allemagne, je ne pouvais pas voir des films intéressants à l'époque, oui, des années 50 ou comme ça. Mais après, à la Cinémathèque, j'ai vu aussi des films des artistes. Et je me souviens, et quelquefois j'ai toujours pensé, peut-être je dois entrer dans le cinéma, car on peut faire tout, on peut faire le rythme, on peut faire la musique, les mots, la peinture, l'image, tout ça. Et j'ai pensé que ça sera très, très intéressant, car à l'époque, je commençais déjà d'exposer mes peintures, et j'ai mis de la musique pour le vernissage, où j'ai exposé
les livres que j'avais lus à l'époque où j'ai réalisé les peintures. Alors, tout ça a commencé et est devenu déjà un peu performatif. Mais ça a été vraiment, je pense, quand j'ai vu les premiers films de William Klein. Alors, Qui êtes-vous, Polymago? Ou même après, Mr. Freedom, oui. Mais quand j'ai vu Qui êtes-vous, Polymago, j'ai pensé oui. Et je suis sortie du cinéma et j'ai décidé de faire du cinéma. Avant, c'était déjà ce vœu qui était vraiment très fort. Mais là, j'ai décidé, je pense. J'étais complètement excitée et j'ai pensé, oui, je dois faire le cinéma. Et quand, plusieurs années après, quand j'ai fait la connaissance de Delphine Seyrig, elle avait raconté ça à William Klein et il était évidemment très contente d'entendre ça. C'était en fait quand j'ai fait Jeanne d'Arc de Mongolie et on avait parlé et comme ça j'avais fait la connaissance de William Klein personnellement et je lui dis, écoutez, ce sont des cinémas, c'est un cinéma que j'adore, c'est moderne, c'est politique, je trouvais, il n'est pas très connu, il est très connu comme photographe, mais comme cinéaste, il n'est pas très connu. Et je trouve ça, et pour ça, j'ai organisé au Arsenal, un cinéma très important à Berlin, j'ai organisé 2 rétrospectives de lui. Oui. Et c'est très intéressant, vous décidez de quitter l'Allemagne en 1962, qui est une année extrêmement importante pour le cinéma allemand. 1962, c'est les festivals de Oberhausen avec les manifestes de Oberhausen qui annoncent la naissance du genre cinéma allemand. Et vous partez à Paris. Pourquoi? Oui, je n'étais pas dans le milieu du cinéma à l'époque en Allemagne, car, comme je disais, ça a été des exceptions à l'époque qu'on pourrait voir dans le cinéma. Évidemment, j'étais à Munich et c'était vraiment des exceptions, évidemment, oui. Mais à l'époque, aussi les années 50, c'était toujours les gens qui sont revenus, qui sont partis, qui étaient juifs ou qui étaient politiquement avaient des problèmes car ils étaient marxistes. Alors, c'était tous les gens qui étaient pendant l'époque nazie étaient obligés de partir s'ils voulaient survivre. Et même là, c'est devenu très difficile. Il y a beaucoup qui n'arrivaient pas. Mais vous comprenez, c'était extrêmement difficile à l'époque de voir. Il y avait l'art qui est devenu très intéressant aussi en Allemagne, mais à l'époque, nous, les gens de mon âge, de ma génération, sont presque tous partis. Au sud, c'était comme Schlöndorff ou Trotta ou Lastöckel ou bien des autres qui sont partis pour Paris. Oui, les gens du sud et les autres qui vivaient dans la zone des Américains ou dans la zone d'Angleterre, ils sont allés là ou sont allés à l'Est, ils sont allés à Leningrad ou à Moscou. Oui. Alors, c'est une histoire qui n'est pas racontée. C'est très intéressant, mais
c'est vraiment ma génération qui est partie, qui ne voulait plus rester en Allemagne. Ouais. On le voit aussi dans le film de Wim Wenders, ce désir de partir et d'aller à la découverte des États-Unis. Mais je suis curieux, dans les années 70, quand vous commencez à réaliser vos films, est-ce que vous avez quand même un lien avec cette jeune génération du cinéma allemand, avec Alexander Kluge, avec Wim Wenders, avec Fassbinder, avec Schlendorf? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de ce groupe ou pas? Quand je suis revenue en 69, j'ai fondé un ciné-club ensemble avec l'université à Constance, qui était juste fondée. Et alors, j'ai montré tous ces films, les films de Kluge, de Fassbinder, de Werner Schröter, les premiers films de Werner Schröter, de Thomé, etc. Oui. Mais j'ai aussi montré des films français ou des films internationaux ou des films indépendants. Et il y avait une chose que je trouvais très intéressante, c'était les films du Maghreb que je pourrais voir à Paris, évidemment. Alors, j'ai invité, j'ai projeté tous ces films. J'ai fait un programme qui était assez exceptionnel, oui, pour une petite ville comme Constance. Et dans les années 70, en Allemagne, se développe aussi un courant très intéressant du cinéma des femmes, avec Margaret von Trotte, avec Helma Sanders Brahms, avec Claudia von Alemann, avec Helga Sender, une cinéaste extraordinaire, féministe et militante. Est-ce que vous aviez un lien avec ces groupes de femmes cinéastes pionnières du cinéma allemand? Oui, évidemment. En ce moment où je suis allée à Paris, à Berlin, évidemment, je les connaissais tous et avec quelques-uns, j'étais très amie. Et avec les autres, on se disputait, mais d'une façon très dure, comme ça a été à l'époque, mais ça a été intéressant quand même. Donc, dès vos premiers films, dans les années 70, vous vous distinguez comme une cinéaste extrêmement singulière, radicale. Et je voudrais vous demander quelles difficultés vous avez éprouvées à l'époque et même encore aujourd'hui pour, je dirais, financer et pour imposer votre cinéma. Vous savez, moi, je n'ai pas fait une école du cinéma et je suis autodidacte et je suis artiste. Et comme artiste, comme on a l'habitude de faire tout soi-même. Alors, j'ai commencé un peu comme ça et mes premiers films, ça a été le premier film était Laocoon et Fils. Il y a à la fin de Paris Calligramme, il y a une petite citation de ce film qui était mon premier film en blanc et noir que j'ai tourné en négatif et en double X. Je me souviens très très bien de tous les détails et j'avais une petite caméra au début qu'il fallait, comment on dit, il fallait le tourner. Hein?
Et puis, vous avez, je ne sais pas, ça a été très court, je ne me rappelle plus, mais ça a été assez court, ce qu'on pouvait faire. Et après, un ami qui était ingénieur a improvisé une batterie et comme ça, alors ça a été toute une histoire, on n'avait pas de l'argent et je faisais au début tout ça avec mes amis, mais j'avais des amis très intéressants qui étaient déjà des artistes et aussi des artistes connus. Alors, on coopérait en tout ça, ils ont joué, ils avaient des rôles intéressants. J'ai, par exemple, dans mon deuxième film, déjà travaillé avec Valeska Gert, oui, avec la grande danseuse et vraiment une artiste exceptionnelle. Et j'avais plein des amis très, très intéressantes. Alors, eux aussi, ils le trouvaient très intéressant de jouer dans le film et de coopérer avec moi. Alors, ça a commencé comme ça. Et il y avait des gens qui, normalement, étaient un peu des mécènes, comment on dit les gens il y a des gens qui supportent les artistes. Ah, mécène. Oui, médecine. On dit aussi en allemand, on dit médecine, mais on dit médecine. Très bien. Alors, ça n'était pas beaucoup, vous comprenez, ça a été juste pour payer le laboratoire ou quelque chose comme ça, mais quand même, ça a beaucoup aidé. Et comme ça, j'ai fait mes 2 premiers films. Et après, ça a été un temps, surtout à Berlin, où on s'intéressait beaucoup. Il y avait toute une scène qui trouvait ça fantastique, tous ces films qui étaient complètement différentes. Mais il y avait aussi parmi les féministes, il y avait quelques-uns qui n'ont pas compris que c'était qui n'ont pas compris le côté artistique des films, qui voulaient qu'on lutte très clairement avec des slogans. Mais après, ça a changé. Ils commençaient eux-mêmes de travailler d'une autre façon. Mais c'était quand même une époque qui était le discours était assez dur au début. Après, ça a changé complètement. Et surtout avec Madame X, ça a été encore un film qui provoquait des discussions vraiment, mais c'était un film qui était tout de suite distribué internationalement, qui était aussi au Festival de La Rochelle et qui était sur beaucoup de festivals en 77. Et il est passé à la télévision. Si je parle avec des jeunes gens aujourd'hui, ou même de pas très jeunes gens, ils ne peuvent pas croire qu'un film comme ça est passé à la télévision. Oui, le soir à 8 heures ou 9 heures, mais pas après minuit. Alors, c'est là, vous voyez comme la situation a changé. Hein? Et à l'époque, les gens qui étaient responsables à la télévision étaient encore des gens assez jeunes qui voulaient la même chose et bouleverser un peu la situation. Et ils adoraient ça. C'était pas très compliqué, mais on avait 80 000 marques, mais ça n'était rien pour un film de 2 heures et 15 minutes. Qu'on avait fait. Au début, je voulais faire ce film sur la mer chinoise, mais après, on avait
presque pas de l'argent. Alors, c'est devenu le lac de Constance. Mais ça n'était pas un problème pour ce genre de film, au contraire. Et ça a donné le film un côté ironique et oui, une sorte de jeu. Je pense un jeu intelligent. De jouer avec les normes, oui, du cinéma pirate et de faire autre chose. Alors, je voudrais parler un peu de l'aspect esthétique de votre cinéma. Et dans ce qu'on a l'habitude de nommer la trilogie berlinoise, donc avec Aller, jamais, retour, 79, Freak Orlando 81, Dorian Gray 84. Vous vous écartez d'une approche narrative linéaire et en privilégiant une structure fragmentaire qui est faite d'une succession de tableaux, je dirais même une succession de tableaux vivants, qui rapprochent ces films des arts plastiques, de la peinture, de la photographie, voire même de la performance. Et je voudrais que vous parliez un peu de cet aspect hétéroclite de votre cinéma et de cet aspect, je dirais, performatif et du lien que vos films ont avec les arts plastiques. Oui. Oui, il s'est passé quand je suis allée la première fois à Berlin. Ça a été Wolf Hostel, où j'ai fait la connaissance brièvement déjà à Paris. Et on avait repris le contact et un jour, il m'a appelé, il dit, mais viens ici, je fais à Berlin une performance qui s'appelle Berlin Fieber, fièvre de Berlin. Et j'ai dit non, j'étais jamais à Berlin, ça m'intéresse, et je suis allée à Berlin. Et je trouvais ça tellement intéressant, car de l'Allemagne de l'Ouest, je n'ai jamais vu une ville pareille. Une ville qui était encore, il y avait beaucoup de ruines qui sont restées. On voyait encore les signes de la guerre mondiale. Et si on fait du cinéma de la Deuxième Guerre mondiale, et si on fait du cinéma, on cherche aussi des lieux qui parlent, qui racontent par l'image quelque chose. Et ça a été le cas absolument à Berlin, dans tous les sens. Alors, je me promenais sans arrêt à Berlin et là est née l'idée de faire une Berlin trilogie sur différents aspects. Alors, vous avez un film comme Aller, jamais, retour, Bildnis einer Trinkerin, le portrait d'une femme qui buve. Et là, j'ai fait, c'est un sociotope. Alors, j'ai fait tous les boîtes de nuit, tous les lieux où de toutes les sortes de lieux turcs, des lieux des gens très simples qui s'amusent avec leur bière et une musique un peu démodée. Et alors, tous les sortes de milieux aussi, le fameux Paris Bar où tous les artistes se donnent rendez-vous. Et j'ai toujours parlé avec les gens de ces lieux, ils participaient au jeu. Et ça a été évidemment fantastique. Et comme ça a été le premier film. Et à l'époque, vous savez, il y avait une grande discussion
dans le cinéma, parmi les cinéastes, sur réalité et fiction. Il fallait être vraiment très réalistique et tout ça. Alors, j'ai donné une réponse à cette discussion avec mon film Aller, jamais retour, avec Bildnis Anna Trinkerin, car il y a deux protagonistes et chacune est finalement c'est une protagoniste, mais chacune est un miroir à l'autre. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, elle traverse Berlin comme chez Jacques Offenbach, dans les différents milieux. Et ça a été le premier. Le deuxième était Freak Orlando. Et là, j'ai parlé des minorités, des genre mépris des majorités et minorités, la relation entre les deux. Et alors, j'ai fait un film en 5 épisodes. Et le premier épisode est dans les temps mythiques, mais et j'ai pris comme temple le KaDeWe, fameux maison, grand magasin. Et alors, c'est toujours le passé et le présent avec lequel qui change un peu les comment dit-on, ça va un peu comme ça change toujours. Et là, j'ai beaucoup travaillé dans l'architecture industrielle. Et c'est surtout à Berlin très intéressant car aussi à l'époque, il y avait encore le mur, évidemment, et à cause de cette situation, on avait des lieux abandonnés et puis vous avez dans le film 150 années de l'histoire d'architecture industrielle, architecture industrielle. Et puis il y avait des choses qui étaient complètement en état de surrendre, et puis des autres qui étaient modernes. Alors ça a donné des lieux dans lesquels j'ai fait la mise en scène avec les acteurs. Et ça, c'est quelque chose. Et j'ai pris avant, évidemment, plein de photos pendant mes quand j'ai flâné à travers de tous ces lieux. Oui. Dans le repérage. Oui. D'accord. Maintenant, je voudrais vous poser une question sur l'importance de la musique dans vos films. D'abord, vous éprouvez une attirance dans beaucoup de vos films vers l'opéra, l'esthétique baroque, mais ces influences, vous les intégrez souvent dans un univers gothique, post-New Wave. Alors, je voudrais vous poser une question sur la dimension, je dirais, hétéroclite de votre cinéma, et aussi sur l'importance de la musique dans vos films. Parce que vos films sont constitués souvent d'une sorte de collage musical. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Oui, en fait, la musique a une très grande importance et j'ai commencé à collectionner, par exemple, dans les musées
ethnologique à Dahlem, fameux musée, et partout dans le monde où j'étais. Et à l'époque, on est encore allé avec la Nagra, avec laquelle on avait enregistré à cette époque. Et car il n'y avait pas de CD ou rien comme ça, alors il fallait aller dans les archives et enregistrer tout ce qui était intéressant. Alors, par exemple, j'avais la musique du Mato Grosso, la musique également du Maghreb et puis aussi musique ancienne. Et alors, j'ai une collection énorme de musique et comme ce qui est fantastique quand on fait du cinéma, on est toujours invité pour présenter les films sur les festivals. Alors, on voyage beaucoup dans des pays lointains. Et là, j'ai toujours enregistré des musiques. Et plus tard, évidemment, j'ai aussi acheté des disques, des singles et des grands disques de toutes les sortes. Et quand je fais un film, je vais écouter toutes ces musiques et je réfléchis et après je fais ces montages, collages. Et mes 3 premiers films, il n'y avait pas de son original. Alors j'ai fait tous comme ça. Et après, et comme ça, j'ai commencé de travailler comme ça. Et mes parents avaient une grande collection de disques. On dit shellac, ça a été les disques qu'on avait les années 30, 40, même début des 50, et qui étaient très fragiles quand on les laissait tomber. Alors, ils se cassaient. Mais ça a été, j'avais aussi quelque chose pour le marché qu'on tourne, oui. Mais vous travaillez aussi avec des grands musiciens, notamment avec Per Rabin, avec qui vous faites une série de films. Per Rabin, qui était aussi le musicien qui a collaboré sur de nombreux films de Fassbinder. Est-ce que vous pourrez décrire un peu le processus de travail avec Per Rabin? Ça a été juste fantastique de travailler avec Per Rabin. Je l'adorais car il avait une telle musicalité et un tel plaisir d'essayer toutes les choses. Alors, avec Per Rabin, ça a été différent. Mais j'ai amené tout ce que j'avais enregistré et j'ai dit, écoute, ça m'intéresse, un peu comme ça. Et ça. Et quelquefois, il avait pris et quelquefois, il avait fait des compositions comme ça. Par exemple, pour l'opéra en Dorian Gray, je l'ai fait avec la musique de Reynaldo Hahn, oui, avec le bal de Béatrice d'Est. Et toute la mise en scène, et pour le mouvement et tout ça. Et je lui donné évidemment la musique et il faisait, alors on travaillait vraiment et puis on disait 2 mots, il avait compris tout de suite et aller dans cette direction, il avait des idées fantastiques. Alors, je voulais vraiment continuer à travailler avec lui et après j'ai fait quelques documentaires là. J'ai évidemment travaillé avec le son original et d'autres musiques, mais si j'avais d'abord fait un autre film, on avait déjà travaillé sur un film qui malheureusement se ne réalisait pas à cause de l'argent. Et
Et après, il était très malade et quelques temps après, évidemment, il ne pouvait plus travailler. Vous savez qu'il est mort depuis longtemps. Mais... Et je voudrais maintenant vous parler de votre travail avec Delphine Seyrig. Elle est devenue presque une icône de votre cinéma. Vous avez tourné 4 films ensemble. Elle est devenue une icône de votre cinéma comme elle était pour Chantal Akerman. Comment vous avez rencontré Delphine pour la première fois? Comment vous avez travaillé ensemble et quels étaient vos liens, vos rapports en dehors du travail? Delphine Seyrig, aujourd'hui, c'est une figure extrêmement importante en France, une figure du cinéma, mais une figure aussi du féminisme et du militantisme. Pourrez-vous parler un peu de votre regard sur Delphine Seyrig, votre regard personnel? Oui. J'ai fait la connaissance de Delphine Seyrig sur le premier festival des femmes à Bruxelles. Et elle a vu mes 2 premiers films, qui étaient vraiment des films underground. Et elle était très fascinée, et puis on se parlait. Et je suis allée avec Georges Perec et Catherine Binet à Bruxelles. Et on est allés ensemble en voiture. Et Georges avait connu Delphine aussi très, très bien. Et puis, on a beaucoup parlé ce soir. Et elle m'a invité de la visiter à Paris. Et c'est ce que j'ai fait quelque temps après. Et elle m'a dit, elle voudrait bien travailler avec moi. Et j'étais évidemment extrêmement heureuse par ça, qu'elle s'intéressait de travailler à moi. Je n'étais pas du tout connue à l'époque. Et comme ça a duré encore quelques temps, mais après, j'avais vraiment écrit un rôle pour elle. Et le premier film qu'on avait fait ensemble, c'était Frick Orlando. Et après le Dorian Gray. Alors 2 films de la trilogie de Berlin. Et l'autre film était le film que j'avais fait en Mongolie. Johanna d'Arc of Mongolia. Le titre est en 4 langues, c'est ce que j'aime. Ça, Johanna peut aussi des Jeanne et Giovanna. Et puis, alors, on a fait ce film et après, j'ai encore fait un court-métrage entre les films. Et j'avais beaucoup aimé de continuer à travailler avec elle, évidemment. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le understatement qu'elle avait de jouer. Elle était très, très précise et elle demandait toujours beaucoup de rehearsal. Yeah. Et quelquefois, j'étais étonnée. Je dis, mais c'est bien. Pourquoi encore une fois? Oui, elle m'a dit, non, 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 j'ai besoin. Mais elle était fantastique. Alors, il y avait la lumière, elle venait, elle tournait exactement au moment où la lumière venait ici. Et puis, j'ai compris qu'elle a besoin, mais elle voulait que ça soit vraiment parfait. Et ça a été un travail fantastique. Alors, on a chez Jeanne d'Arc de Mongolie, on avait aussi travaillé sur la traduction des dialogues. Je voulais aussi qu'elle
qu'il y a quelques dialogues en français, car c'était dans le transsibérien, c'était un milieu international, alors je voulais avoir plusieurs langues et c'était très élégant. Mais on a aussi fait une version que je ne montre plus du tout, où je suis allée à Paris et on a fait une version aussi allemande, où elle avait parlé allemande. Mais évidemment, la version où elle parle français, c'est beaucoup plus élégant. Elle faisait fantastiquement, ça a été vraiment étonné aussi en allemand. Mais évidemment, je préfère la version internationale et où il y a des gens qui parlent en plusieurs langues. Donc, il y a Jeanne d'Arc de Mongolie et donc vous tournez Chine, en Mongolie. Et puis, toute une série de films, notamment des documentaires que vous tournez en Asie, en Chine et au Japon. Un film magnifique tourné en Chine, Exil Shanghai de 1997. Qu'est-ce qui vous attire à cette époque dans la culture chinoise, japonaise, mongole? Qu'est-ce qui vous attire en Asie à cette époque? Moi, j'étais déjà comme enfant très intéressée à l'Asie et l'Asie centrale, Moyenne-Asie, aussi l'Extrême-Orient. Et j'étais toujours intéressée aux autres cultures. Et là, j'ai fait une rencontre. J'ai parlé de ce qui se passe quand qu'il y a des rencontres. Et puis, il y a aussi des malentendus qui sont très intéressants. Et quelquefois, ils peuvent même être artistiquement productifs. Et quelquefois, ça peut finir dans une guerre, malheureusement. Et alors, j'étais toujours très intéressée à cette question, mais aussi de la musique de l'Asie, de toutes ces sortes de dramaturgie entre danse et musique, et théâtre et rythme. Et pour ça, j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus. Et il y avait aussi une époque où je n'étais pas sûre si je préfère de devenir ethnologue ou de faire du cinéma. Et avec le temps, j'ai inclus ces intérêts dans mes films. Mais c'est très fascinant. Mais je fais beaucoup de recherches, je travaille aussi beaucoup là-dessus. Et donc, vous avez une grande œuvre fictionnelle et puis aussi une très vaste œuvre documentaire. Et puis, il y a des films qui sont entre les deux. Par exemple, justement, Jeanne d'Arc de Mongolie, c'est un film de fiction, mais où il y a une dimension de commentaire anthropologique absolument passionnante. Et je voudrais vous poser la question sur le rapport entre fiction et documentaire dans vos films. Est-ce que vous pourrez parler un peu de ça? Oui. Vous voyez, après Jeanne d'Arc de Mongolie, j'ai fait un grand documentaire où je suis allée au nord-ouest de la Mongolie, pas Mongolie intérieure, mais Mongolie extérieure ou la République de Mongolie. Et j'ai fait ce documentaire après, car c'était très intéressant. Parmi les Mongols, il y avait une seule actrice
oui, quand j'ai fait Jeanne d'Arc de Mongolie. Mais toutes les autres femmes étaient des autres tribus ou des autres banners, comme on dit en Mongolie. Et alors, j'avais aussi connu la situation d'une femme qui vivait tout près du Altaï et qui est venue d'une famille de nomades qui vivaient avec des rennes. Oui. Et qui comment on dit, on peut dire chevauche sur des rennes ou comment on peut dire? Oui, ou... oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Et alors, je trouvais ça très intéressant. Et quand j'étais à Paris, j'avais un abonnement du Musée de l'Homme, des cahiers d'études mongoles et sibériennes. Et là, j'avais déjà lu un très grand article sur ces gens. Et ça a été des évenques, ils s'appellent évenques, ou Soyon Urianchai. Et cette femme était de l'origine de ce pays. Alors, j'ai parlé beaucoup avec elle et elle m'a dit, mais venez, c'était fantastique et tout ça. Alors, j'ai fait ça, je voulais le faire et je suis voyagée pendant 3 mois et demi avec ces gens et j'ai fait ce documentaire. Alors, normalement, on voudrait dire, bon, on fait le documentaire avant et puis l'autre après, mais là, ça a été intéressant de le faire après, car j'avais appris beaucoup de choses en Mongolie et après, je pouvais très, très bien faire le documentaire ou aussi le film à Shanghai que j'ai fait sur les Juifs de l'Europe qui sont allés très tôt, très tard, entre 37 et même 41 à Shanghai, s'ils pouvaient, si ça a été encore la possibilité, et créer une sorte de petit Vienne ou petit Berlin. Là. Et alors, j'ai fait un film là-dessus, ça m'a beaucoup intéressé. Et là, j'ai aussi fait pendant 9 années, j'ai fait des recherches là-dessus. Et après, il fallait aller car il commençait à Shanghai de détruire beaucoup de choses et je voulais filmer le lieu comme il était encore à l'époque. Alors, j'ai fait des autres documentaires. Le dernier, vous avez probablement vu. Ça a été l'ombre de Chamisso et en Sibérie et de l'autre côté, mais surtout en Sibérie du Nord, la Bering Strait et aussi les Aléoutes, les îles d'Aléoutes et au nord, en Alaska. Oui. Alors, c'était le dernier film, grand film documentaire, et après, évidemment, le Paris Caligula. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous montrez, je ne me rappelle plus, est-ce que vous montrez l'ombre de Chamisso? Non. Non, non. Pas très plus, il y a Paris Calligramme, par contre. Oui, oui, je sais, ça je sais. Oui. Mais là, je n'étais pas sûre. Et pour changer un peu de sujet, je voudrais vous interroger sur la notion de female gaze, regard féminin. Oui. C'est une notion très importante et qui est devenue très populaire aujourd'hui. Après des années d'ignorance par l'industrie cinématographique,
de ces genres de questions. Que pensez-vous de cette notion de female gaze et est-ce que vous sentez proche et appliqué dans les combats des cinéastes femmes dont vous êtes en fait l'une des pionnières? Comprenez, c'est un... je n'aime pas les films. Dans tous les... mes films sont très riches. Oui? Et évidemment, je travaille avec mes expériences. Et évidemment, on peut dire gay ou lesbienne, c'est un courant qui est dans le film, mais je ne faisais jamais un film où on disait c'est seulement le thème. Oui. C'est là et je ne cache pas, mais je suis aussi, c'est comme je ne suis pas quelqu'un qui parle de trop d'être juif, c'est aussi un courant qui va avec. Et c'est aussi l'idée peut-être qu'on est peut-être plus sensible aux gens qui sont persécutés ou on a peut-être un peu un autre regard sur aussi quand je voyage dans les pays comme la Mongolie ou quand je voyage en Sibérie. Et on a cette groupe de gens qui sont extrêmement pauvres, mais qui sont des difficultés de survivre aussi, oui, avec le peuple. Alors, je crois que c'est plutôt une chose qu'on regarde avec une autre comment dit-on, une autre oui, sensibilité, mais aussi je ne trouve pas le mot en français, une autre sharpness in English autour de soi-même. Et comme je travaille beaucoup aussi, une source d'inspiration et aussi la vie quotidienne pour moi. Et alors, où j'observe, j'ai une observation très intense. Et comme ça, on travaille avec ça. Mais ce n'est pas cette explicité. Évidemment, Madame X, toutes les femmes sur le bateau, c'est quelque chose. Mais c'est aussi un jeu. C'est aussi un jeu. Et je trouve qu'il faut, dans l'art, il faut jouer plusieurs rôles pour trouver aussi des solutions. Et ça, c'est très intéressant. Si je comprends bien, vous refusez d'être catalogué comme une cinéaste femme ou comme une cinéaste queer ou comme une cinéaste qui représente le female gaze. Vous refusez que votre cinéma soit réduit à ça. Oui. Non, c'est une partie, mais ce n'est pas tout. Oui. Alors, évidemment, il y a plein de films où ça, c'est le thème et seulement ça, mais ça ne m'intéresse pas. C'est une partie et ça a une influence, probablement une grande influence sur plusieurs choses, mais pas très, très directement. Oui. Maintenant, je sais que vous étiez très proche d'un cinéaste comme Werner Schröter, qui était votre ami. Et
mais je voudrais savoir de quel autre cinéaste vous vous sentiez proche au fil des années et quel cinéaste vous intéresse aujourd'hui dans le cinéma contemporain? Vous savez, c'est difficile à dire car je vois, je ne vois pas tous les nouveaux films. Et je travaille extrêmement et quand je vais au cinéma, je regarde souvent des rétrospectives. Et si un metteur en scène m'intéresse, et c'est très difficile pour moi de le dire. Alors, j'adore des choses très différentes. J'adore le cinéma américain, mais également que les films des jeunes, mais je ne vois pas assez pour avoir un jugement. Et un film qui vous a marqué récemment, est-ce que vous pourrez évoquer un film que vous avez vu récemment et qui vous a marqué? Oh, ça fait plus qu'un an qu'on n'a plus vu des films. Oui. C'est difficile. Je vais recommencer. J'espère que je vais recommencer assez tôt de rentrer à Berlin, car maintenant je ne suis pas à Berlin. Ici, on ne peut pas voir de films où je suis maintenant, c'est à la campagne. Alors, ce n'est pas intéressant pour voir des films. Mais non, je ne peux pas vous répondre à cette question. Et vous êtes extrêmement active et vous travaillez tout le temps et dans des domaines très différents. Quels sont vos projets actuels et quels sont vos projets à venir? Oui. Alors, je voudrais bien faire encore un film, encore en Asie du Sud, sur une petite île qui est un peu à part de tout. Mais ce n'est pas possible en ce moment à cause de Covid. Et j'espère que l'année prochaine ou même en 2 années, ça sera possible. Mais en ce moment, je fais des grandes installations aussi avec des films et avec plein j'aurai une très grande exposition au Kunsthalle Baden-Baden. C'est énorme, mais c'est très, très grand et je travaille depuis longtemps. Et maintenant, j'ai fait cette exposition la Maison de Culture du Monde, Haus der Kulturen der Welt à Berlin, en contexte avec le Paris Calligramme, une très grande exposition. J'ai fait 5 films pour l'exposition sur le thème et sur des ethnologues sur l'Algérie. Et en plus, j'ai fait un programme de cinéma. Et j'ai montré 9 films dans ce programme. Et j'avais évidemment une
collection énorme des films que j'ai vus, au moins pour faire Paris Calligramme, pour choisir toutes ces citations de toutes les sortes de films. Alors, ça, je trouvais intéressant. Et pour ça, vous comprenez, je travaille très précisément toujours sur quelque chose, sur un thème. Et quelquefois, ce ne sont des films qui sont intéressants, mais qui ne sont pas des nouveaux films qui me marquent. Je ne vois pas assez de choses. Alors, je travaille comme ça. Et maintenant, j'ai une exposition aux Maisons de France à Berlin. Je vais la semaine prochaine à Berlin. Et puis là, il y a le Cinéma Paris. C'est une maison des années 50 qui est très, très belle au Kurfürstendamm. Alors, c'est très central. Et là, ils ont une galerie et puis ils sont le Cinéma Paris. Et là, on va montrer aussi le film, le Paris Calligramme. Et bon, je fais des choses comme ça et je suis en train aussi de faire un livre et pour les expositions, 2 catalogues. Mais les expositions sont tous, c'est ouvert vers tout un monde, oui, c'est un monde qui est assez riche et pour ça les catalogues ne montrent pas seulement les choses que j'expose, ils parlent en plus des thèmes qui sont un peu jumelés avec ce que je fais. Alors, tout ça, c'est un grand travail. Et juste maintenant, il y a 2 messieurs ici qui m'attendent car je suis en train de faire un catalogue pour une exposition au Forêt Noire où j'ai eu le prix Hans Thoma. Hans Thoma était un peintre du Forêt Noire et tous les 2 années, on donne un grand prix d'art aux artistes. Et j'ai eu ce prix et on doit faire une exposition. Et maintenant, on fait ce catalogue et ils sont venus de Berlin pour me voir et il m'attend maintenant pour continuer sur ce projet. Oui. Bien, on va vous libérer. Je voudrais seulement signaler que vous avez aussi une rétrospective prévue à Lisbonne, au festival Doc Lisboa, qui est un excellent festival dont vous allez être l'invité d'honneur. Donc, on est très curieux de découvrir tous ces nouveaux projets, à la fois au cinéma et dans les musées et dans les galeries. Je vous remercie énormément pour ce dialogue très émouvant pour moi et très riche. Et je vous dis à très bientôt. Oui, alors merci beaucoup, Ariel Schweitzer.